deuxième partie. Dans l'épisode précédent, l'histoire commençait dans un train vers Paris. Aujourd'hui, elle se poursuit dans une voiture, direction la Moselle. J'ai rendez-vous avec Geneviève Krebs, spécialiste de la dépendance affective. Sur le chemin, comme souvent durant les longs trajets, des souvenirs remontent à la surface. Parce qu'en réalité, l'histoire qui avait commencé lorsque ma psy m'avait conseillé de m'inscrire sur une application de rencontre se poursuit toujours l'an dernier avec une expérience compliquée qui explique ma présence dans cette voiture. À l'époque, ça fait 2 mois que je me suis lancé dans l'univers de la rencontre amoureuse en ligne. Audrey, ma 8e rencontre, et moi venons de mettre fin à une histoire avant qu'elle n'ait pu vraiment démarrer. Parce que le souci, c'est que Audrey vit avec 3 cochons qu'elle a sauvés de l'abattoir. 3 petits cochons vivent dans son salon. Peu de temps après, je découvre, toujours sur l'appli de rencontre, une femme emballée dans une peau d'ours synthétique sur sa photo de profil, tout en symbole. Ma 9e prétendante. Peau d'ours me fait passer un véritable entretien d'embauche. Et quelles sont tes passions? Et tu écoutes quoi comme musique? Comme plante d'intérieur, tu préfères un ficus ou un palmier? Et quelles sont tes valeurs? Et tu choisirais quels objets à emporter sur une île déserte? T'es sur l'app depuis longtemps? T'as des nains de jardin chez toi? Et tu fais quoi de beau aujourd'hui? Alors je rebondis sur ta réponse, tu fais quoi durant ton temps libre? Je réponds chaque fois un côté à peau d'ours en lui parlant de trampoline puisqu'elle rebondit et de mon temps toujours libre depuis que je m'en suis affranchi. Peau d'ours aurait combiné mes réponses à son entretien d'embauche dans un fichier Excel que ça ne m'étonnerait pas. Le dit fichier m'ayant attribué un score suffisant, elle accepte de quitter sa position de recluse de l'appli pour finalement me rencontrer au bar, la guimauve anxieuse. L'entretien dans la vraie vie se passe bien. Cette 9e rencontre est emballée, et pas que dans sa peau d'ours. Elle me le fait savoir dès son retour chez elle, en me submergeant de messages. Peut-être allons-nous nous retrouver en rêve. Merci pour ce doux moment, belle âme. J'avais peur que tu ne me répondes plus. Photo du coucher de soleil sur sa terrasse. Tendre câlin. Je tente de faire redescendre l'ambiance qui s'emballe avec un « à demain » smiley clin d'œil. Elle me répond vexée. Yes, à plus, pignouf. Je lui réponds avec une série de points d'interrogation. Elle m'envoie une série de smileys gouttes de sueur. Et puis les « tendre ceci, tendre cela » reviennent avec les « tu as embelli ma vie » trop rapide. Le lendemain, le flot de messages continue, un déluge de compliments qui m'enserre comme une couette brûlante tout juste sortie du sèche-linge. Je commence à entrer dans son jeu, à être trop, à flatter, parce que je suis flatté, ça dégouline. Cette étrange idylle avec peau d'ours prend fin 5 jours après son démarrage, lors d'un coup de téléphone particulièrement désagréable où elle tente longuement de me convaincre de la laisser m'accompagner en France pour réaliser le podcast que vous êtes en train d'écouter. Après savoir raccroché, je songe au moins à laisser passer la nuit pour digérer l'appel, mais les messages continuent d'envahir mon téléphone. J'envoie quelques phrases convenues pour couper court, prenant la responsabilité de tout, honteux d'avoir joué ce jeu avec elle. Ma psy m'explique que cette technique d'envoyer sans arrêt des messages démonstratifs en début de relation porte un nom apparemment, le love bombing, le bombardement d'amour. L'objectif est d'obtenir de l'attention, de l'affection et de la dépendance chez l'autre. Et ça marche bien chez moi. Je deviens vite accro, collant à mort, m'oubliant totalement. Ma psy me félicite de l'avoir repéré. C'est bien. Et puis vous faites une étude sociologique comme ça. C'est en effet le cas. La rencontre en ligne révèle notre société avec une brutalité captivante et effroyable. La dépendance affective nous conduit à fantasmer sur des inconnus. L'amour devient une urgence. Sur base de quelques messages, une énergie que l'autre dégage et quelques citations perchées, nous projetons nos espoirs romantiques les plus fous sur un miroir déformant. Espoirs qui partiront en fumée quand nous découvrirons l'autre tel qu'il est, dans son aspect le plus brut. Je suis arrivé à destination selon le GPS. Il est certain que Geneviève Krebs va m'en apprendre davantage sur les mécanismes qui se cachent derrière la dépendance affective. Geneviève Krebs, bonjour. Bonjour. Vous êtes née en 1966 en Moselle, psychopraticienne en thérapie brève. Vous vous êtes spécialisée sur le thème de la dépendance affective et des souffrances liées à l'abandon, au rejet et à l'humiliation.
Toute petite déjà, vous dessinez et vous peignez à l'adolescence avec la découverte de romans comme L'Esprit de famille de Janine Boissard ou L'espace d'une vie de Barbara Taylor Bradford. Vous vous passionnez pour l'écriture, vous écrivez, illustrant vos mots par des croquis. Cette passion vous amène à suivre un cursus en art graphique et histoire de l'art. En 1987, vous créez une société de décoration d'intérieur. À la même époque, vous suivez des formations en techniques d'entretien et d'interview, prise de parole en public, enquête et études, animation de tables rondes et débats. On sent très tôt chez vous un besoin de vous diversifier et de vous former dans divers domaines. Est-ce que vous pensez que c'est ce besoin qui a fait la richesse de votre parcours ? Mais voilà une question intéressante. Et j'allais dire, vous êtes extrêmement bien renseigné. C'est un cheminement. Je me suis jamais posé la question. C'est tout simplement un cheminement, des portes qui se sont ouvertes, des appétences pour certains domaines qui ont fait ce parcours-là. Alors évidemment, plus on touche à certaines choses, plus il y a de la complémentarité aussi, et donc une notion de transversalité dans tout ce que vous avez cité. Évidemment que ça apporte un plus. À 30 ans, vous quittez votre terre d'origine avec votre fils de 4 ans pour gérer le deuil de votre mari. Vous vous rapprochez de la Suisse en vous installant en Franche-Comté. Vous devenez consultante en management en entreprise, aspect marketing et ressources humaines. Vous renouez avec l'écriture pour le monde de l'entreprise. Vous publiez plusieurs ouvrages aux éditions AFNOR. Vous êtes primé pour 2 de vos livres. En 2008, en parallèle à des expositions de vos toiles, notamment à la Royal Academy of Art de Londres, vous devenez coach pour la performance et le bien-être en Suisse. Pendant 10 ans, vous êtes formé en sophrologie, technique de respiration, méditation, psychologie, coaching, hypnose ericksonienne. Vous pratiquez le Hatha Yoga, toute une série d'outils qui vous accompagneront dans votre démarche, car ce qui vous intéresse surtout, c'est l'accompagnement stratégique et l'étude des blocages humains dans les situations de stress intense. Qu'est-ce qui a orienté votre parcours vers cette voie ? C'est le contact avec du personnel en souffrance ? Racontons une histoire pour donner vraiment du sens. J'intervenais donc en entreprise, en France, en Suisse, jusqu'au pays du Maghreb. Il était vraiment très très courant et de plus en plus courant qu'on me tapote sur l'épaule lorsque je quittais les lieux en me disant « mais moi j'ai un problème de confiance en moi, d'estime de moi, ou alors j'ai un blocage suite à telle et telle histoire, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Donc j'ai rempilé, ouais. J'ai rempilé pour 5 années d'études en parallèle de mes activités professionnelles. J'avais à peu près la trentaine. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué vers l'accompagnement individuel, mais cette fois-ci vers le grand public, et également à faire des recherches, des tests pour voir quel était le niveau d'efficacité dans l'accompagnement, quelle était la meilleure démarche, plutôt que de prendre d'emblée cette dynamique de séance en séance. Et il y a bien d'autres approches que j'utilise maintenant essentiellement à ce jour, et je ne fais plus que ça. Ouais. Vous remarquez en effet que la séance classique thérapeutique où la personne raconte ce qu'elle a vécu depuis la dernière fois soulage, mais ne transforme rien. Oui. Vous écrivez en 2018 Dépendance affective, 6 étapes pour se prendre en main et agir, en vous basant sur un travail de transformation des schémas élaborés pour les personnes que vous recevez. Votre volonté, outre le fait de pouvoir reconnaître son niveau de dépendance affective et d'amorcer un travail sur le sujet, c'est de sortir du pourquoi, vous venez d'en parler aussi, et d'être dans qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce que je veux faire. C'est pour sortir de la posture de victime qu'il est important de sortir de ces pourquoi. Il y a un temps pour être orienté vers le passé, chercher le pourquoi du pourquoi, à se raconter, parce que évidemment ce travail-là, qui est un travail plus d'analyse, permet de faire des liens, donc des prises de conscience. C'est un travail utile. À un moment donné, les personnes, lorsqu'elles se sont beaucoup adonnées et investies dans ce travail-là, se sentent bloquées. Ont vraiment cette impression-là. D'ailleurs, quand elles me rapprochent, c'est quasiment tout le temps qu'elles viennent avec cet argument-là, de dire, là maintenant, j'ai l'impression que je suis bloquée, que ça ne sert plus à rien, et ça me complaît, y compris lorsqu'il y a des groupes de parole sur le sujet, ça me complaît à me victimiser, à pointer du doigt soit mon histoire, soit une relation dysfonctionnelle au niveau des parents ou autre, mais j'avance pas.
Et certains profils de dépendants affectifs se surinvestissent tellement et se suradaptent tellement pour satisfaire l'autre, puisque le grand principe de la dépendance affective, c'est j'ai besoin de l'autre pour être bien, pour avoir cette sensation d'exister. Quand je suis complètement focus sur l'autre, je connais mieux l'autre que moi. Donc le pourquoi du pourquoi par rapport à mon histoire passée ne vient toujours pas répondre aux questions, mais au fait, qui suis-je ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce que je veux dans la vie aujourd'hui ? Et comment j'y vais ? Mais alors comment différemment pour avoir un autre résultat que celui que j'ai eu l'habitude avec récurrence de mener et qui m'a fait souffrir sur le passage. Vous écrivez que la personne dépendante affective vit dans un sentiment de manque, de peur de la solitude et de vide intérieur qui l'angoisse, ainsi qu'au doute et à la culpabilité liée à la conviction de ne pas être suffisamment bien pour être aimé. Souvent, expliquez-vous, le dépendant affectif ne sait pas qui il est, car son seul but est de satisfaire et d'aider l'autre, vous venez de l'évoquer. Si on considère que notre peur d'être séparé de nos parents naît avec notre venue au monde, que les 8 premiers mois, un nouveau-né va régulièrement vérifier si quelqu'un est là pour le sécuriser et l'aimer, est-il raisonnable de penser que nous sommes tous dépendants affectifs ? À des degrés différents. Oui. Avant même les 8-9 mois, on arrive au monde, on quitte le ventre de maman, il y a déjà là une forme d'adaptation à avoir et à traverser cette peur de la séparation. Et ensuite, effectivement, à 8-9 mois, il y a toute cette période-là qui démarre avec la vérification du type d'attachement, souvent par rapport aux parents nourriciers, qui souvent est maman, d'aller vérifier, est-ce qu'elle a envie de s'occuper de moi ? Est-ce qu'elle est capable de s'occuper de moi ? Et comme le bébé ne sait pas parler, il va utiliser, on va dire, des formes de communication émotionnelle pour le faire. Je suis juste moi, naturelle, avec mes petits sourires, et il ne se passe rien. Pas forcément parce que le parent est défaillant, peut-être qu'il est dans la pièce à côté, qu'il n'a pas entendu immédiatement. Il n'empêche que la communication émotionnelle monte à un étage supérieur, c'est-à-dire je teste la tristesse. Et pareil, elle vient pas, et admettons ça ne marche pas. Je monte encore d'un étage qui va jusqu'à la colère, qui va jusqu'au caprice. L'expérience qu'on a à ce moment de vie-là va conditionner aussi la vie future, la vie d'adulte. Ouais. Vous pointez un profil à part, c'est l'enfant surcouvé. Ça m'a interpellé parce que l'enfant qui ne reçoit pas assez d'amour ou qui est dévalorisé peut devenir potentiellement dépendant affectif, ça semble logique. Oui. Mais l'enfant surcouvé va lui intégrer que si on le préserve, ça veut dire qu'il n'est pas capable d'affronter le monde seul. Alors finalement, il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est les extrêmes en fait. Ceux qui ont de l'à peu près, ceux qui ont une régularité, on va dire, dans l'accompagnement, le type d'accompagnement. Si on fait état des besoins d'un enfant, l'enfant a besoin de quoi pour pouvoir évoluer en construisant la confiance en soi, l'estime de soi. Il a besoin déjà d'être accueilli, d'être reconnu, d'être considéré, qu'on prenne soin de lui, qu'il soit mis en sécurité, qu'on le respecte. Tout ça déjà, ça commence à sentir l'amour. Ah oui, quand on aime, c'est pas l'amour en plus de tout ça, c'est parce que j'aime que quelque part j'ai envie et je suis capable de faire tout ça. Et en plus de ça, l'enfant a besoin qu'on lui explique la vie, qu'on donne du sens à la vie, qu'on pose des cadres, parce que si c'est frustrant pour un adolescent, c'est hyper sécurisant quand même pour un enfant et l'adolescent aussi, puisqu'il sait dans quel domaine et dans quel périmètre il va pouvoir évoluer. Il a le droit aussi d'être curieux. Il a le droit qu'on ait suffisamment confiance en lui pour pouvoir le laisser aller un peu plus loin, expérimenter, réussir et puis parfois échouer, parfois faire une erreur, et c'est bien aussi parce que ça permet aussi d'avancer. L'enfant qui a été surchouchouté, surcouvé, empêché, préservé, il n'a pas cette dynamique d'éveil, d'ouverture, de curiosité, et qu'on le laisse faire tout en étant là, mais on le laisse faire. Et il finit par se dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi ? Peut-être que je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est qu'arrivé à l'âge adulte, et des personnes comme ça, j'en ai régulièrement en cabinet, c'est « mais moi, je ne savais pas qu'il n'y aurait plus personne pour moi ».
à l'âge adulte, pour me regarder, pour m'aduler, pour me dire si c'est bien, si c'est pas bien, pour sans arrêt me reconnaître. Il y a un besoin de reconnaissance qui va au-delà de tout, avec aucune capacité à s'auto-reconnaître. Donc on part sur des polarités inverses et celui qui est dans le manque ou dans le dysfonctionnel a des problèmes, mais l'autre aussi. Vous listez 3 profils de dépendants affectifs. Le premier fuit par peur de ne pas être à la hauteur et se sent coupable. Le deuxième surinvestit, se suradapte, se sacrifie et veut sauver quelqu'un qui lui demande rien ou pire le dévalorise. Et le troisième contrôle, influence et manipule. L'amour pour le dépendant affectif a un goût de romance, fleur bleue, des âmes sœurs, des miroirs collés, une relation idéale fantasmée où on ne veut voir que le positif. On se rend bien compte que c'est toxique comme façon d'envisager le couple, mais c'est ce qu'on nous vend dans les livres et les films depuis toujours. Alors comment on peut s'en sortir si on n'a eu que ces exemples-là ? Oui. Je vais quand même compléter. Oui. Pour un type de dépendant affectif, effectivement, la relation, elle est sublimée telle que vous l'avez présentée. Pour un autre type de dépendant affectif qui aurait basculé justement vers le contrôle, vers la prise de retrait parce que j'ai tellement peur de souffrir encore, pour ce dépendant affectif-là, l'amour peut être synonyme de attention, il y a danger, ça peut faire mal et il peut y avoir de la trahison. Donc il y a vraiment la fleur bleue, la romance et puis il y a là je vais pas y aller. Donc un pas en avant, 3 pas en arrière, sauf il vaut mieux se préserver. Je reviens à votre question. Évidemment qu'on nous sert tout ça. Il y a qu'à observer la fin d'année. Lorsque sur toutes les plateformes, en télévision, etc., on nous donne une liste pas possible, un éventail. Les petits films de Noël. Voilà, les petits films de Noël. Et il y a des conséquences. Et moi, je les entends. Oui. Je les entends. Les réseaux sociaux font ça aussi. La personne à croire, soit elle n'est pas capable, soit on ne lui a pas appris, soit elle a pas envie parce qu'elle veut rester dans un niveau de fantasme, à ne voir que le beau. Comme si les gens publiaient la réalité de leur vie. Il y a le beau, mais il y a aussi le moins bien. Dans la vie, il y a une loi naturelle qui est la loi de la dualité, la loi des contraires. Donc forcément, de temps en temps, comme les battements de cœur, il y a des choses qui vont bien, puis un petit oups, et puis ça reprend. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est sublimé, c'est les voyages, c'est la beauté, parfois c'est l'opulence, c'est l'hyper-romantisme, mais c'est pas la réalité. Donc très rapidement, le dépendant affectif va se mettre en comparaison et donc va se dévaloriser encore plus, va pleurer encore davantage sur sa situation. Il y a une pression alors. Oui, il y a une pression. Les signes de dépendance affective sont variés. Incapacité à être seul, agenda surchargé pour combler les soirées, Oui. agitation et affolement s'il y a désistement, rythme effréné pour combler les vides, la musique pour combler le silence, utilisation du téléphone et des réseaux sociaux. Vous dites qu'on peut apprendre à maîtriser tout ça, mais que la faille naît d'un sentiment d'infériorité ou d'abandon. Est-ce qu'elle pourra vraiment se réparer ou est-ce qu'il faut vivre avec ? Parce que moi, j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment réparer. C'est pas une guérison, c'est plutôt une acceptation. L'histoire, on ne la change pas. On ne peut pas la changer. Mais on peut changer tout ce qu'on installe dans sa tête et qui va déterminer la façon dont on va se comporter, ce qu'on va ressentir évidemment et aussi les décisions que l'on va prendre. Donc déjà là, il y a des leviers de changement qui sont intéressants. Après, je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui, on reste fragile sur certaines choses. Tout le parcours a généré, et notamment lorsqu'il y a eu des chagrins répétés, a généré une cicatrice. On ne guérit pas. Bon, déjà, ça n'est pas une maladie. Le gros travail qui va être déterminant et qui va faire que tout ça, tout le côté dysfonctionnel se calme, c'est le travail non pas sur l'enfant intérieur blessé, comme on imagine souvent, mais sur le parent intérieur ressource, lui, il dysfonctionne parce que quelque part, c'est comme si la coquille était là,
La membrane est là, mais elle est vide, hein, Ouais. si je veux imager. C'est comme s'il n'y avait pas de bonne pratique d'installer, parce que soit l'histoire familiale veut que « Ah non, je veux surtout pas ressembler à ma mère, je veux surtout pas ressembler à mon père, j'ai rien modélisé parce que rien n'était modélisable », ou à l'inverse, celui qui a été surcouvé, mais je pensais qu'il y aurait tout le temps quelqu'un là pour moi. Elle vient de là, la sensation de vide. Il n'y a personne. Mais du coup, comment je vais faire ? Donc la peur, très rapidement, elle se développe, elle se transforme en angoisse, en attaque de panique, et c'est là qu'interviennent les schémas comportementaux de survie. Le premier va être, justement, si j'ai posé toute mon attention et mon sauve-qui-peut sur quelqu'un dehors, je vais aller me sécuriser, vérifier, me surinvestir, enfin tout ce qu'il est possible de faire pourvu que l'autre soit là pour moi. Si ça marche pas, je vais aller dans les addictions, pour remplir le vide, et pas forcément des addictions liées à des substances. Ça peut être beaucoup des addictions comportementales. La surconnectivité, le travail à outrance, le sport à outrance, les jeux d'argent. Vous listez même la spiritualité ou le tirage divinatoire. Ouais. Oui, parce que justement le dépendant affectif, surtout l'insécure, est tellement dans le doute. Il est dans une forme d'ambivalence, je fais pas, et si jamais je tranche, j'ai à peine pris la décision que derrière... Et si jamais. Donc oui, ça peut donner aussi tout ce qui est divinatoire, voyance et autres. Bien souvent, les personnes qui sont dans l'entourage sont étonnées parce qu'il y a l'enveloppe d'une personne adulte, physiquement là, avec des comportements infantiles ou adolescents. Voilà. Donc tout ça, c'est à retravailler, savoir prendre sa place, savoir s'affirmer, poser des limites. Mais puisque je ne connais pas mes limites. Donc il y a tout un travail de fond. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ont quand même une certaine lucidité sur elles-mêmes. Oui. Ça se traduit par des phrases comme « j'attire toujours les mêmes personnes, celles qui me détruisent »,« je recherche des relations intenses qui ne me correspondent pas, même si je sais que ça va me faire souffrir », ou « je devrais prendre soin de moi et me reconstruire ». Et bien sûr le classique, avec le temps, il ou elle va ouvrir les yeux, se rendre compte qu'elle où on était si bien à deux, échanger, etc. Mais malgré la prise de conscience, elle continue souvent à se laisser piéger par des schémas répétitifs, passant à côté de relations qui pourraient vraiment leur correspondre. Alors pourquoi ? Parce que c'est plus facile de s'accrocher au connu, parce que se plaindre devient une identité, ou parce qu'on croit que l'amour doit être intense et compliqué pour forcément être vrai. Tellement de cas de figure. Parfois le dépendant affectif, bien que lucide, bien que même son intuition fonctionne bien, n'arrive pas à donner de la place parce que soit il est sous la moquette et il n'a plus la force psychologique, c'est sûr, mais même des fois physique. Et surtout, je pense aux violences conjugales. Vaut mieux ça que rien. Bah oui, puisque ma terreur ultime, c'est être sans l'autre, il vaut mieux tout ça que rien. C'est pour cette raison qu'il y a tant de personnes qui restent en couple alors que ça ne va plus. Mais bien sûr, cette peur de l'inconnu, le type de danger pour ce dépendant affectif insécure, c'est la fin du monde, c'est la mort. Donc c'est une peur ultime. Donc évidemment que la personne qui déjà se suradapte, se surinvestit, ne pose pas de limites, donc se sacrifie. Non mais c'est pas possible, ça va aller mieux. Il y a un espoir et un espoir. Et puis, encore une fois, la personne qui est dans ce type de relation est aussi dans le cycle de la violence, où tantôt ça va bien, donc il y a de l'espoir, et tantôt je suis nouveau endormie, je suis violentée, je suis culpabilisée, et quand ça arriverait à un niveau où il pourrait y avoir un clash par instinct de survie, hop, à nouveau une lune de miel, et ça tourne, c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Il faut énormément de temps. Les personnes qui sont lucides et à peu près, on va dire, équilibrées, bien que l'équilibre à 100%, nous ne sommes que de pauvres humains, ça n'existe pas. Mais la personne qui est lucide, qui est autonome, qui a confiance en elle, elle détecte les premiers signes et dès qu'elle les a détectés, c'est demi-tour, je m'en vais. Vous parlez aussi des hommes violentés, dont on parle moins, car ils subissent une violence souvent psychologique qui mène donc moins à une fin tragique, contrairement au féminicide. Les violences en couple, c'est réparti 50-50 hommes-femmes, selon votre expérience ? Alors, je vais rester sur la première partie. Oui. Les deux sont catastrophiques, mais avec des formes différentes. Alors, on parle évidemment des féminicides, et c'est vrai que c'est catastrophique, et il faut en parler. L'homme, c'est la même chose,
mais sous une autre forme de violence. Des femmes sont perverses et violentes aussi, et elles utilisent une autre forme principale de violence, qui est la violence psychologique. Cette violence psychologique peut amener de façon très insidieuse l'homme au suicide. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Oh, il était déprimé, il a mis fin à ses jours. Pour moi, mais ça n'engage que moi, c'est une forme d'homicide. Puisque quelque part, ça a été amené, ça a été orchestré. Et je l'ai posé avec culot quelque part dans mon essai, mais parce que je me dis, il est important de parler aussi de l'autre pendant. Ce serait vraiment à débattre et ce serait vraiment un sujet à ouvrir. Faut tenir compte de ça aussi. Voilà. Comme les auditrices et auditeurs l'ont remarqué, les applications de rencontres occupent une place importante dans cette saison et cela m'a amené à cette réflexion. Dans notre société ultra connectée, les messages sont incontournables. Nos relations se vivent donc aussi par messagerie interposée, que ce soit pour créer un lien avec l'autre ou pour l'entretenir, et encore plus quand les partenaires ne vivent pas ensemble, ayant chacun leur vie. Mais je me demandais si le fait d'attendre des messages d'une personne qu'on découvre virtuellement ou qu'on connaît à peine, après 1 ou 2 rendez-vous, ne renforce pas la dépendance affective. Comment sortir de cette dynamique de message ? Est-ce que vous avez des conseils ? Le dépendant affectif, insécure, on lit en lui comme dans un livre ouvert, au travers d'une photo, mais aussi au travers des mots. Son surinvestissement, sa suradaptation, la lecture est facile pour quelqu'un aussi qui serait d'un profil un peu toxique, voire pervers. Il n'y a pas des pervers à chaque coin de rue, admettons, qui est même une belle rencontre. Le dépendant affectif, surtout l'insécure, n'a pas le temps. Il a envie que les choses se fassent très très rapidement et au bout de quelques échanges, ça y est, tout est installé dans sa tête. Il est fréquent que des personnes me disent « Ah, j'ai rencontré la semaine dernière, j'ai fait une rencontre, j'ai eu un échange, c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie ». Et l'homme ou la femme de ma vie, c'est quasiment tous les mois, quoi. Ouais. Donc, ils s'emballent beaucoup, ils ont besoin d'y croire et de fantasmer. Donc, la réalité des relations est déformée, si bien que très très souvent, le dépendant affectif entre dans des relations qu'il pense être une relation amoureuse, alors qu'il s'agit d'une belle amitié possible, ou d'une amitié amoureuse, mais déjà quelque chose qui est tronqué. Enfin, on est à côté de la réalité, tout simplement parce qu'il ne sait pas prendre le temps, parce qu'il bouscule les choses, il va beaucoup trop vite, il se déclare trop vite, et puis il incite l'autre à se déclarer très rapidement. Ouais. Non, c'est le temps, alors, la clé. Oui, c'est le temps. Ouais. C'est le temps. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Il n'y a pas que les pervers qui font déclencher, on va dire, les événements à une vitesse grand V, l'insécure dans la dépendance affective aussi. Vous évoquez l'idée de sortir de la dynamique du donnant-donnant, ce contrat inconscient qui lie 2 personnes dans une relation où chacune attend de l'autre une forme de réparation ou de soulagement des blessures. Souvent, ce type de relation mène soit à une longue relation qui stagne et n'est ni passionné ni enflammé, soit à une passion qui débouche sur une rupture rapide. Pour avoir vécu les 2 dans cet ordre, je confirme que dans ce genre d'ambiance, les conversations ressemblent souvent à des échanges comme « tu fais ça pour toi, alors je le fais aussi, mais t'es sûr que ça te dérange pas, t'es d'accord, t'es sûr que t'es d'accord ?» Quelle est la clé pour éviter le piège du donnant-donnant où cette liberté devient un règlement de compte ? Rester adulte. Au début d'une relation, je pense qu'on est tous adultes. D'accord, parce que il y a une forme de séduction, parce que quelque part il y a un rôle qui est joué et on est assez branché sur je reste adulte. Dès lors, pour un dépendant affectif, dès lors que la relation est confirmée, qu'elle s'installe, le dépendant affectif, admettons c'est une femme dans mon exemple, devient une femme enfant. Et quelque part, de façon consciente ou inconsciente, va attendre de l'autre, soit tantôt mon papa qui me sécurise vraiment physiquement, soit tantôt ma maman qui va me sécuriser émotionnellement. Oui, mais on se retrouve avec d'un côté un enfant, de l'autre côté un parent. Ces personnes-là
bien souvent et assez rapidement, commencent à avoir des problèmes de désir, de libido, parce qu'un enfant n'a pas à être désiré du point de vue sexuel par un parent. La relation doit être une relation d'adulte à adulte. Et ce que vous avez décrit ressemble bien quand même au couple dépendant affectif insécure avec dépendant affectif insécure, où le deal, c'est occupe-toi de mon enfant intérieur blessé, je vais m'occuper du tien. c'est vraiment basé là-dessus, quoi. C'est ça, oui. Je prends souvent le symbole des anneaux du mariage. Oui. Donc une personne, un anneau, rencontre une autre personne, le deuxième anneau. En réalité, la relation, c'est la partie croisée du milieu. Ça veut dire que normalement, chaque personne individuellement a matière, et il n'y a même pas à le droit. Le droit, il est là depuis le début, d'avoir sa propre liberté, de continuer à vouloir s'élever, apprendre, transmettre, d'avoir d'autres relations. Le dépendant affectif insécure, l'anneau est sur l'anneau. Ça veut dire qu'on fait effectivement tout ensemble. Il y a de l'oppression, il n'y a même plus la capacité à pouvoir observer l'autre de loin, même dans ses réalisations, et donc encore moins de l'admirer. Il n'y a plus d'air. Il n'y a plus d'air. Geneviève Krebs, merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien qui était vraiment très très riche et très intéressant. Alors j'ai l'habitude de donner le mot de la fin à l'invité, donc quelque chose que j'aurais oublié de vous demander, que vous souhaiteriez dire, ou une conclusion. Dans quelques jours, nous sommes la Saint-Valentin. Mais aujourd'hui, pour les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, alors j'ai envie de dire... Pas de panique. Là encore, cette fête, il y a pas mal de mouchoirs et de larmes et de drames. Ce jour de Saint-Valentin. Le jour de la Saint-Valentin, fêter l'amour, fêter l'amitié, fêter tout ce qui est de bon. Mais surtout laisser au placard, encore une fois, tous les fameux schémas des histoires à l'eau de rose. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. L'automne arrive. Ma psy me dit « Nous pouvons suspendre les séances. Vous êtes sur la bonne voie, vous vous sentez bien, votre regard est lumineux. Vous n'êtes plus celui qui est entré dans mon cabinet en mai. Les épreuves vous ont nourri et transformé. » Elle a raison. J'ai intégré qu'être célibataire n'est pas être forcément dans une salle d'attente entre deux couples. C'est se trouver dans un fantastique espace de liberté pour se connaître un peu mieux et briser au passage l'un ou l'autre schéma qui nous emprisonnait depuis fort longtemps.